Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans des dynamiques géopolitiques assez complexes. On commence par une info surprenante. Oui, quand même. Malgré un froid diplomatique évident entre Paris et Alger, eh bien la coopération sécuritaire secrète, elle, continue. Et c'est pas n'importe qui, c'est le patron de la DGSE qui le dit. C'est vrai que c'est assez notable comme admission. Carrément. On va donc explorer ça, mais aussi les énormes ambitions économiques algériennes, comme cette fameuse mine de Garaji-Bilette. Un projet gigantesque. On parlera aussi des controverses autour des projets énergétiques du Maroc au Sahara occidental, et puis de cette enquête qui vise X, l'ancien Twitter, en France. Beaucoup de sujets liés à la souveraineté, en fait. Exactement. L'idée, c'est de décortiquer un peu comment tout ça s'articule, comment ces affirmations nationales se manifestent aujourd'hui. Très bien. Alors, commençons par la France et l'Algérie. C'est quand même un paradoxe. La diplomatie qui patine, et en même temps, Nicolas Lerner, le chef de la DGSE, qui confirme des contacts réguliers, essentiels même, avec les services algériens. Oui, essentiel pour la lutte antiterroriste, la stabilité régionale. Il utilise des mots forts, hein. Acteur clé, pilier. Et ça contraste fort avec les discours publics, les tensions sur la mémoire coloniale, tout ça. Bah oui, c'est là qu'on voit la réelle politique à l'œuvre, si on veut. La menace terroriste, par exemple, elle ne connaît pas les frontières politiques ou les bruits diplomatiques. Donc la nécessité sécuritaire prend le dessus. Voilà, ça impose une coopération pragmatique, un peu en dehors des radars politiques officiels. C'est aussi quelque part un aveu de dépendance côté français. Une reconnaissance que l'Algérie pèse lourd sur ces questions. Exactement, malgré un certain discours parfois hostile en France. Et Lerner, il rappelle aussi les méthodes du renseignement BL, surveillance, recrutement, bon, le jeu classique. Oui. Et de l'autre côté, Alger qui reste très ferme sur sa souveraineté nationale. C'est un équilibre toujours un peu précaire. Intéressant. Alors, si on passe aux ambitions économiques algériennes, ça rejoint cette idée d'affirmation de souveraineté, non ? Garaji-Bilette. Ah oui, Garaji-Bilette, c'est emblématique. Les chiffres sont fous. 40 000 hectares, plus de 3 milliards de tonnes de réserves de fer annoncées. C'est colossal. L'objectif affiché, c'est de diversifier massivement l'économie, sortir de la seule rente pétrolière et gazière. Et vise un PIB de 400 milliards de dollars, avec un potentiel pour ce projet seul de 20 milliards par an. C'est énorme. Oui, et ça implique des infrastructures démentielles. Cette ligne de chemin de fer de 950 km pour évacuer le minerai, des usines. Et beaucoup de main-d'œuvre, algérienne et chinoise d'ailleurs. Absolument. Les Chinois sont très présents, pas seulement dans les mines, mais aussi les bus, l'électronique. Ils sont attirés par les réformes économiques récentes, comme l'assouplissement de la règle 51-49. Qui limitait l'investissement étranger. C'est ça. L'Algérie veut clairement se positionner comme un hub. Il reste des défis, notamment sur les transferts de devises. Ça coince parfois encore. D'accord. Mais l'ambition est là. Et il y a une certaine inspiration du modèle chinois. On sent une volonté de rigueur, de discipline dans ces grands projets. Cette question du contrôle des ressources, elle se pose aussi ailleurs, mais de façon beaucoup plus conflictuelle. Je pense au Sahara occidental. Oui, sujet très sensible. Navy, récemment, un ancien responsable nigérien critiquait violemment les projets d'énergie renouvelable lancés par le Maroc dans cette zone. L'accusation est lourde, accaparement des ressources du territoire au détriment des Sahraouis. C'est ça. Il parle de près de 2 milliards de dollars par an qui iraient à Rabat, d'impact sur l'eau, les sols et même d'une possible violation de la Convention de Genève. Et sur les changements démographiques dans un territoire occupé, oui. C'est une critique qui parle d'injustice climatique et qui souligne l'enjeu géopolitique. Ça pose clairement la question éthique pour les investisseurs présents là-bas. Tout à fait. Ça nous ramène à ce conflit non résolu. Et cette idée de contrôle, que ce soit sur les ressources naturelles ou sur l'information, elle est partout. Justement, l'information. Ça nous amène à l'enquête ouverte en France contre X ex-Twitter et Elon Musk. Oui, une enquête pénale, ce n'est pas rien. Les soupçons sont sérieux. Manipulation d'algorithmes, peut-être pour favoriser la haine ou orienter les débats, voire de l'ingérence étrangère. C'est parti, je crois, d'un signalement d'un député, Éric Potorel, et juridiquement, ça tourne autour de l'accès et de l'extraction frauduleuse de données. Une volonté des États de reprendre un peu la main sur ces plateformes devenues hyper puissantes. On peut le voir comme ça, oui. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que la Commission européenne a aussi sa propre enquête sur X
au type du Digital Services Act. Ah oui, c'est vrai. Donc les sanctions potentielles, surtout au niveau européen, pourraient être très lourdes. C'est une illustration de cette tension croissante entre les géants du numérique et les pouvoirs publics qui cherchent à réguler. Bon, alors si on essaie de faire une synthèse rapide, on a vu cette coopération sécuritaire France-Algérie qui perdure en secret, un peu en mode réel politique. Oui, malgré les apparences. On a vu l'Algérie lancer des projets économiques absolument titanesques pour affirmer sa souveraineté et se diversifier. Garadjiblet en tête. Puis les tensions géopolitiques et éthiques autour des ressources au Sahara occidental. Avec la question de l'énergie renouvelable. Et enfin, cette tentative de mieux encadrer le pouvoir des plateformes numériques, comme X, avec l'enquête en France. Exactement. Et tout ça, finalement, ça nous amène peut-être à une question un peu plus large. Je t'écoute. Est-ce que toutes ces dynamiques, la coopération sécuritaire en coulisses, ces méga-projets nationaux, les conflits pour les ressources, la bataille pour contrôler l'info numérique, ne sont pas en train de redéfinir profondément ce que veut dire la souveraineté aujourd'hui? Comment les États et d'autres acteurs affirment leur pouvoir, leur contrôle dans ce monde globalisé? Voilà. Par des moyens parfois très différents, parfois directs, parfois beaucoup plus souterrains ou inattendus. C'est peut-être ça la grande question qui se dessine. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse qui s'intitule « La souveraineté à l'ère numérique, nouveau territoire de pouvoir ». Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre où se cache et comment s'exerce réellement l'influence aujourd'hui, bien au-delà des cartes géographiques qu'on connaît. Alors, oubliez les drapeaux, les postes frontières, juste un instant. L'analyse qu'on a là sur les yeux, elle suggère que le vrai jeu de pouvoir, il est en train de se déplacer. On parle de zones d'influence qui échappent un peu aux radars habituels, non? Des partenariats technologiques discrets, des méga-projets économiques qui redessinent complètement les dépendances, des territoires physiques contestés bien sûr, mais aussi, et c'est peut-être là le plus troublant, les lignes de code. Les lignes de code qui régissent nos vies numériques. Ça donne un peu le vertige. Absolument. Oui, ça donne le vertige. Et ce qui est frappant dans cette analyse, c'est vraiment comment elle dissèque la nature même du pouvoir. Comment elle se transforme. Ce n'est plus seulement les États qui tirent les ficelles, quoi. On voit de nouveaux acteurs, les géants du numérique, des consortiums privés qui entrent dans la danse, pendant que les acteurs plus traditionnels, eux, ils essayent de s'adapter comme ils peuvent. L'analyse souligne bien ça. Au cœur de toutes ces manœuvres, il y a une constante, c'est la quête de contrôle. Le contrôle sur ces nouveaux espaces. Il s'agit plus seulement de contrôler un territoire physique, mais aussi les flux de données, les normes techniques, les infrastructures critiques, tout ça. Et justement, cette histoire de ligne de code comme nouveau territoire de pouvoir, ça m'intrigue particulièrement. Est-ce que l'analyse donne des exemples concrets de comment ça se manifeste? Comment un simple algorithme peut devenir un enjeu de souveraineté? Tout à fait, oui. L'analyse met en lumière un fait assez saisissant. Une modification, par exemple, dans l'algorithme d'une grande plateforme de e-commerce peut favoriser les produits d'un pays au détriment d'un autre. Et ça impacte les échanges commerciaux de manière beaucoup plus directe, beaucoup plus rapide que des années de négociations tarifaires classiques. C'est une forme de souveraineté économique, en fait, mais exercée par des acteurs privés via la technologie. Ou alors pensez aux algorithmes des réseaux sociaux. Ils peuvent amplifier ou au contraire étouffer certains discours et donc influencer l'opinion publique à une échelle massive. Le contrôle de ces codes, de ces algorithmes, devient un enjeu stratégique majeur, vraiment. C'est fascinant et un peu effrayant en même temps. Et ça nous amène justement à ces partenariats secrets et ces méga-projets qui sont mentionnés dans le texte. Si le pouvoir se joue comme ça, dans ces zones un peu grises, à quoi ressemblent ces manœuvres en coulisses, d'après l'analyse? Alors, l'analyse pointe par exemple les accords non publics, ceux entre certaines entreprises technologiques et puis des agences gouvernementales, pour l'accès ou le partage des données par exemple. Ou encore, il y a ces grands projets d'infrastructures numériques, les câbles sous-marins, les réseaux 5G, souvent financés et contrôlés par seulement quelques acteurs clés. Et ça crée de nouvelles dépendances stratégiques, des dépendances qui échappent souvent au cadre réglementaire classique qu'on connaît. Ces initiatives, elles façonnent discrètement les rapports de force de demain. L'analyse les décrit vraiment comme des territoires de pouvoir à part entière, même s'ils n'ont pas de frontières physiques visibles. D'accord. Donc, face à tout ça, le pouvoir du code, ces accords discrets, ces infrastructures mondiales, la question que pose l'analyse devient vraiment cruciale. Nos définitions traditionnelles de la souveraineté, celles qui sont ancrées dans l'État-nation, le contrôle territorial, est-ce qu'elles tiennent encore la route? Est-ce qu'elles sont encore suffisantes pour comprendre le monde actuel? C'est tout à fait ça. C'est le cœur du problème qui est soulevé. L'analyse met bien en évidence une tension.
Une tension croissante entre les symboles visibles, traditionnels du pouvoir, les institutions, les armées, les frontières physiques, et puis ces nouvelles formes d'influence. Beaucoup plus diffuses, souvent invisibles, celles qui opèrent dans le cyberespace ou alors via des normes techniques, des réseaux économiques complexes. Et la question posée par les auteurs, elle est directe. Est-ce que ce pouvoir discret, moins spectaculaire peut-être, mais potentiellement plus pénétrant, est-ce qu'il est en train de devenir la forme dominante d'exercice de l'autorité au XXIe siècle ? Alors, si on devait résumer l'essentiel de cette analyse, pour retenir vraiment le plus important, ce serait que la souveraineté, ce n'est plus cette chose un peu rigide, gravée dans le marbre des traités internationaux. Elle est devenue fluide, dynamique. C'est ça, elle se réinvente, elle se manifeste dans des arènes complètement inattendues, souvent loin des regards. Des algorithmes aux accords économiques, en passant par le contrôle des infrastructures critiques. C'est une transformation silencieuse, mais profonde. Exactement, c'est tout à fait ça. Une transformation profonde. Et cela nous laisse avec une interrogation pour aller plus loin. Une piste de réflexion qui découle directement de l'analyse. Si cette quête de contrôle s'exerce de plus en plus par des moyens, disons, invisibles ou opaques, comment est-ce que cela va remodeler durablement l'équilibre mondial des pouvoirs ? Et puis, comment les citoyens, comment les États peuvent-ils naviguer et potentiellement réguler ces nouveaux territoires de souveraineté qui échappent au cadre connu ? Voilà, matière à réflexion pour la suite.